Allez, salut à tous! Salut à tous, on se retrouve cette belle matinée, c'est magnifique, il y a du soleil dehors. J'adore le soleil, j'adore les journées quand ça commence comme ça. Ce matin, j'ai une énergie folle. J'espère que vous aussi, le matin, vous pouvez ressentir de la gratitude pour les petites choses. Parce que c'est assez puissant comme sentiment. Ok, donc là nous allons partir à Team Academy pour une session leader. Telle est notre première mission. Et on switch et on y va. Here we are. Bonjour. 1, 2, 3 into the 4. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up. Before I have to pull the strap out the cut. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble, cause ain't nothing but a G-thing, baby. Too low. Du coup Nico, t'es leader de ton équipe. Ouais, c'est ça. Et la session leader, comment ça se passe? La session leader, en fait, c'est le leader de chaque équipe, des 4 équipes du bachelor qui viennent et qui parlent de leurs problèmes et qui essaient de trouver des solutions ensemble. Tu penses que ça te prépare un petit peu à la start-up que tu vas créer plus tard, cet exercice? Bah, je pense que ça m'aide à trouver des solutions avant même d'avoir les problèmes par rapport aux startups que je peux potentiellement créer. Donc oui, je pense que ça pourrait m'aider ce genre d'exercice. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va voir ensemble qu'est-ce que le marketing de rupture et comment s'adapter à un marché en pleine mutation. Eh bien, parce que l'acte même de consommer a lui-même subi une énorme mutation depuis une vingtaine d'années. Le consommateur a aujourd'hui une profondeur de jugement qui est bien plus grande qu'avant, grâce à la mondialisation, aussi grâce à Internet. Et il a totalement redéfini l'acte de consommation comme un acte actif et non plus passif. L'acte d'achat est du coup plus une fin en soi, et il est même considéré comme un moyen d'assouvir un besoin tant affectif et physiologique que matériel. Et l'idée de cette vidéo, c'est du coup d'apprendre à s'adapter à tout ça, parce que oui, vous allez devoir vous adapter. On va la faire rapide, de toute façon je ne suis pas prof et je détesterais donner des cours. On va voir qu'il suffit d'embrayer seulement sur 3 points pour que la transition se fasse comme elle devrait se faire. Donc au niveau opérationnel, vous allez devoir vous adapter au niveau des besoins, de la segmentation et de la relation entreprise-client. Bon, pour le coup, on est d'accord, on appelle ça marketing de rupture, mais ça reste du marketing. C'est juste qu'effectivement, il y a l'approche des besoins et l'approche des valeurs qui sont différentes, et on voit ça tout de suite. Ici, quitte à choquer les marketeurs puristes, nous sommes confrontés à une remise en question de la pyramide de Maslow. Si tu connais pas la pyramide de Maslow, la voici. Et je suis désolé de dire que elle est obsolète. Pourquoi elle l'est? Car les besoins aujourd'hui ne s'empilent plus mécaniquement et on ne cherche plus à assouvir un besoin sans en avoir assouvi un autre en amont. Car comme je l'ai dit avant, mondialisation plus internet, on est aujourd'hui habitué à une complétude et à une rapidité. Les besoins s'organisent donc par des jeux d'émotions. Alors du coup, vu que la pyramide de Maslow est obsolète, on va se focus sur seulement 2 besoins qui sont censés représenter l'ensemble de la pyramide. Le besoin de plaisir porte un besoin fondamental avec un sous-besoin associé à une forte consonance émotionnelle. Je vais illustrer un petit peu ce que je dis avec un exemple assez simple. Prenons un produit apéritif avec plein de légumes. Vous savez, les coupoles avec les légumes prédécoupés. Ici, le besoin fondamental, c'est de se nourrir. On a des légumes, on mange bien, on se nourrit. Le sous-besoin, c'est d'avoir le choix. C'est la force de l'assortiment. C'est avoir carottes, tomates, aubergines, ce que vous voulez. Consonance émotionnelle à l'intérieur de ce produit, ça va être peut-être un design qui est bien fait et quelque chose de convivial. Numéro 2. Donc c'est le deuxième besoin qui viendrait remplacer la pyramide de Maslow et je l'explique tout de suite. Cela représente la cohérence entre une promesse et son résultat, d'un point de vue éthique, social, environnemental, moral.
Et donc ces deux formes de besoins suffiraient dans un marché en mutation pour remplacer la pyramide de Maslow. Deuxième partie, on va parler segmentation. Soyons clairs, si de nouveaux besoins ont émergé, il en est de même pour les clés de segmentation. L'idée ici de la segmentation, c'est non pas des segments de cible, disons que voilà, j'ai un produit, j'ai une offre, elle est pour les jeunes, j'ai un segment jeune, des jeunes véganes, des jeunes sportifs et des jeunes qui parlent anglais. Ici, on n'est pas là-dedans, on est plus sur le segment émotionnel, pourquoi mon client vient chez moi? Sous quel besoin l'envie de notre consommateur se cache? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est parce que c'est pas cher? Est-ce que c'est parce que ça va combler de l'orgueil? Est-ce que parce que c'est très rapide? En termes de segment, on parle de ça. J'ai pris connaissance d'une méthode dans un livre qui s'appelle la méthode ERV. E pour émotion, R comme résultat, V comme vitesse. Si cette métrique est appliquée de façon créative et stratégique, ce qui est hyper fort, c'est qu'elle permet de mettre le prix dans un second plan. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, donne un avantage concurrentiel énorme. Et une meilleure flexibilité dans votre approche offre-client. Donc l'idée est de faire ressentir ces trois gros points sur votre site internet, sur votre approche clientèle, sur vos flyers, sur ce que vous voulez. Pour la partie émotion, l'idée est de déterminer par segment de clientèle dans quel registre émotionnel se situe le besoin fondamental et les sous-besoins associés. Pour les résultats, ici, optez de préférence pour une stratégie de marketing de contenu ou de marketing d'éducation. L'enjeu de ce genre de stratégie est venir d'accompagner votre client ou votre prospect vers une analogie qui explique pourquoi en profondeur vous faites ce que vous faites. Pas parce que c'est vos valeurs personnelles ou parce que vous avez vécu un truc il y a ça. Non, juste pourquoi. Quels seraient les résultats pour votre client s'il utilisait votre service? Créer du contenu, des infographies, des articles, des vidéos, des photos. Créer du contenu et accompagner votre consommateur ou votre prospect vers une compréhension totale de votre offre et du besoin auquel vous répondez. Et au niveau de la vitesse, ici il suffit d'amener ces process dans une tendance de cadence, de mécanisme et surtout de dynamisme parce que, je le répète encore une fois, aujourd'hui, en 2018, on n'a plus le temps de rien. Tout se fait à une rapidité énorme. Adaptez-vous. Et troisième partie, je disais alors que la relation clientèle viendrait être changée elle aussi. Je pense que lors de la dernière partie, vous avez compris pourquoi. Effectivement, toutes les stratégies nouvelles que vous allez mettre en place pour vous adapter aux mutations de votre marché vont venir jouer un rôle dans votre relation clientèle. Prenons un exemple. Si vous optez pour une stratégie de contenu, on prend un exemple. Vous avez un magasin où vous produisez de la nourriture et des menus healthy, vegan, ce que vous voulez. L'idée ici dans une stratégie de contenu, ce serait par exemple sur la carte, pendant que votre client attend à table, c'est de mettre une petite infographie. Infographie, pour ceux qui savent pas, c'est un petit design sur lequel vous mettez une info, parce qu'aujourd'hui effectivement la communication se doit immédiate et réactive, donc on doit mettre des photos, les textes, c'est fini, je suis désolé pour ceux qui adoraient ça. Mettez des photos, mettez des visuels, ça parle beaucoup plus à l'humain. Ici, l'exemple serait alors de mettre sur notre petite carte une petite infographie disant voilà, si vous prenez ce plat-là, vous allez avoir ça comme résultat, ça va améliorer ça dans votre vie, vous vous sentirez peut-être mieux d'un point de vue physiologique. Je ne sais pas, il suffit juste d'argumenter sur la valeur ajoutée de vos offres. Et ici, vous vous en doutez, ça change la relation clientèle, puisque le client qui était simplement ici pour manger va apprendre des choses. Grâce à qui? Grâce à vous. Alors effectivement, ça change beaucoup de choses. Effectivement, la façon dont on présente l'offre touche directement celui pour qui elle a été créée. Cela va de soi. De plus, ça forme des excellents outils de fidélisation. Si votre client dit non à votre offre, par contre, il dit oui à vos conseils, c'est quand même un bon contact. Vous serez alors bien plus proche de vos consommateurs qu'avant et dans un monde d'une telle volatilité, surtout dans les offres, avec une telle concurrence, un tel choix, c'est bon pour vous, croyez-moi. Vous verrez également la confiance mutuelle s'accroître et vous deviendrez un réel partenaire et non pas quelqu'un qui vend seulement quelque chose. J'aimerais vous parler de quelque chose, l'art du copywriting. Le copywriting, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'art d'écrire son offre.
l'art de proposer son offre avec les meilleurs mots possibles. Il faut que ça touche les gens, il faut que ce soit compris, il faut que les gens développent une certaine curiosité, un certain amour et surtout un certain lien avec ce que vous proposez. Le copywriting est devenu un art depuis qu'en 1950, des commerciaux ont créé une stratégie de vente par lettre envoyée par voie postale. Vous imaginez vendre par voie postale, c'est incroyable. Ils convertissaient un max. C'est pour ça que maintenant, effectivement, le copywriting est un art, l'art de proposer son offre, l'art d'utiliser le bon vocabulaire. Effectivement, ce sujet est aussi touché via une adaptation à un marché en mutation. L'idée ici est d'exprimer au sein de son copywriting explicitement le besoin auquel vous répondez et de rendre apparentes les différentes clés de segmentation de votre offre. Cela augmente la raison d'être de votre produit et la raison d'être de votre société. Et vous l'avez deviné, dans ce contexte qui, je le répète, est tant volatile, c'est encore un avantage. Nous devons donc opter pour un vocabulaire très précis, très concis et très direct, en y incluant forcément des mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir travailler votre référencement, ainsi que quelques éléments d'image de marque. Nous devons également, dans notre démarche de présentation d'offres, pousser à l'investissement plus qu'à l'achat, car aujourd'hui, le mot achat est devenu une allergie. Dernier point, je veux vous parler des indicateurs. Comment savoir que notre adaptation à notre marché fonctionne? Comme tout marketeur qui se respecte, si votre niaque entrepreneuriale vous a permis d'aller au bout des choses et vous a donné le courage d'essayer les techniques que je viens de vous donner, alors vous serez content de savoir comment les analyser. Et pour ce faire, allez dans la description, le lien de l'article Medium, cliquez dessus, allez en bas de l'article et vous retrouverez les tableaux d'indicateurs qui vous permettront d'analyser toutes ces magnifiques stratégies. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. Dites-moi en commentaire quelles sont vos problématiques en ce moment et je tâcherai d'y répondre dans une autre vidéo. En tout cas, on se retrouve sur Instagram, la description est juste en bas, c'est un réseau sur lequel je suis plus actif que YouTube parce que ça me prend plus de temps YouTube. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour moi, j'ai adoré faire cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ciao!